bonjour aux amis de Facebook, parce que je vois que Diane vient de lancer le live sur Facebook. On attend encore une minute avant de commencer. Didier, je te laisserai dire un petit mot en introduction. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je viens d'allumer mon micro, je pense que tout le monde m'entend. Écoutez, c'est avec un très grand plaisir que nous recevons aujourd'hui notre ami Lionel. Je pense que ce plaisir est d'autant plus grand qu'on est dans une période où voilà, une énergie pas forcément toujours agréable circule. Et combiné à, voilà, à la rentrée, à la reprise de nos activités professionnelles, etc., c'est sûr que c'est source d'une forme de stress qui est un peu différente de ce qu'on a peut-être l'habitude de vivre au quotidien. Et c'est vrai que pour reprendre une formule habituelle, le stress, c'est mauvais pour la santé. Alors, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de passer la parole à Lionel, parce que je pense qu'on a tous envie d'entendre ce qu'il va nous partager comme connaissances, mais au-delà de nous partager des savoirs, c'est aussi de nous donner des trucs et des astuces pour pouvoir voilà, vivre avec voilà, cette matière immatérielle avec laquelle chacun d'entre nous essaye de composer du mieux qu'il peut. Et donc, je te passe la parole, Lionel. Et c'est avec grand plaisir que nous te recevons chez Muta. Et bien entendu, on aurait bien aimé vous recevoir dans une salle avec plus de convivialité, la possibilité d'échanger avec toi, etc. Mais tout le monde comprendra que voilà, la situation nous commande de nous adapter. Et on s'est adapté. On a maintenu la conférence, mais sous une formule différente pour pouvoir bénéficier de ton expérience et de ton expertise. Voilà, je te laisse la parole. Merci Didier, bonsoir à tous et toutes. Je ne vais pas avoir la même voix chaleureuse et posée que Didier parce que lui il a un super micro et moi je n'ai pas un aussi beau micro, mais bon, je vais essayer de faire presque aussi bien. On est parti pour parler du stress sous un angle un petit peu différent peut-être, parce que pour une fois, je ne vais pas vous parler de gestion du stress, mais vraiment vous initier à quelque chose d'important que j'appelle moi la préparation au stress. Donc je vais essayer de vous expliquer durant 45 minutes pourquoi le stress, il faut s'y préparer et il ne faut pas le gérer. Parce que quand on le gère, en fin de compte, c'est trop tard, c'est qu'on est déjà sous la vague. Donc, je vous propose 45 minutes de contenu théorique. Et puis, si vous voulez bien, après, on prend 45 minutes pour débriefer ensemble, pour écouter vos questions. Et puis, pour moi, de mon côté, essayer d'y répondre, en tout cas, du mieux que je peux. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis ostéopathe, en tout cas de profession. Formation scientifique, et donc j'ai fait les classes préparatoires, je suis rentré en école d'ingénieur en chimie, j'ai un master de biochimie, j'ai plusieurs DU de physionutrition, je suis aussi expert en prévention des risques psychosociaux. Donc moi, je suis un spécialiste de la question du stress au travail. Et ce qui me vaut, en fait, le fait d'être là avec vous, c'est qu'au-delà du fait que je fais des conférences à travers un réseau qui s'appelle l'APM, qui est un réseau de dirigeants qui me permet de voyager un peu partout dans le monde, maintenant, et puis pour d'autres publics aussi. J'ai surtout créé près de Paris un centre qui est unique en Europe et voire on doit être très peu au monde à faire cela, qui est un centre de prévention et de traitement du stress et du burn-out sur temps court. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, en 3 jours, 2 jours, on permet à un dirigeant qui est extrêmement fatigué, qui n'arrive plus à réfléchir, qui n'arrive plus du tout à faire son travail, non seulement de reprendre la main, mais c'est étalé à peu près sur un mois et demi. Non seulement de reprendre la main, mais surtout de revenir au travail dans les meilleures conditions par rapport à avant. Et en général, bien mieux que même lorsqu'il était en pleine forme. Donc moi, je suis un professionnel de la récupération, je suis un professionnel de la revitalisation, j'ai créé une méthode
Donc, d'ailleurs, vous voyez en haut derrière moi la marque qui s'appelle ActiStress, qui est le nom du centre et le nom de la marque. ActiStress, activer le bon stress. J'ai créé une méthode qui permet aux personnes de mieux faire face au stress. Et quand elles sont sous la vague, quand elles sont vraiment réduites à ne pouvoir que le gérer, j'applique une méthode qui leur permet vraiment de reprendre la main et non pas d'être plus fort que le stress, mais au contraire de mieux l'appréhender, de mieux l'évaluer et d'être mieux préparé pour y faire face. Donc le sujet que je vais traiter aujourd'hui, je ne peux pas dire que je le connais bien, en fait je le connais extrêmement bien parce qu'on récupère des personnes qui sont épuisées et en très peu de temps, on arrive à les remettre à un endroit qu'elles n'imaginaient même pas. En soi, c'est quand même extrêmement rassurant parce que ça sous-entend que le corps sait parfaitement faire avec le stress. Nous venons du stress, ça veut dire que l'espèce que nous sommes, Homo sapiens, a été façonnée comme toutes les autres espèces animales à partir justement d'une pression des événements qui l'a obligée à s'adapter et parce qu'elle s'est adaptée, elle a pu survivre. Donc, chaque fois que notre espèce a été confrontée à un événement et qu'elle a pu le traverser en s'adaptant à cet événement, donc en étant entre guillemets plus forte que l'événement, en ayant de la résilience, si elle a pu faire cela, c'est parce qu'à un moment donné, le corps a été soumis à un stress auquel l'espèce ou la personne de cette espèce à ce moment-là a pu justement a pu réagir et traverser la difficulté. S'il n'y avait pas eu de stress, s'il n'y avait pas eu ce phénomène chimique et biologique dont on va parler, qui nous permet ponctuellement de hausser notre niveau de jeu, de courir plus vite, de sauter plus haut, de se défendre comme jamais, d'avoir de la force comme jamais. Et ça, c'est le stress qui permet cela. S'il n'y avait pas eu cela, nous n'existerions pas. Donc, vouloir bannir le stress de notre vie est une vaste idiotie, en fait. Il ne faut surtout pas essayer de l'enlever parce que la vie est forcément stressante, puisqu'on va voir que le stress, en fait, fondamentalement, est de faire face à l'inconnu et que cet inconnu va nous pousser à faire face. Donc, il ne faut surtout pas chercher à enlever le stress. Mais par contre, il faut être en capacité de pouvoir supporter le stress que l'on subit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au quotidien, on a un stress qui correspond à 5 ou 6 points de pression, on doit être en capacité d'en encaisser 10. Ça veut dire que le stress que l'on vit au quotidien, on le subit de façon très facile. Ça veut dire si, par exemple, un stress de niveau 5, ça veut dire, ça équivaut à courir, je ne sais pas moi, 1000 mètres en 4 minutes, et bien si je peux courir 1000 mètres en 3 minutes 30, je n'aurai aucun problème avec mon stress de 4 minutes. C'est ça l'astuce. Par contre, si je me retrouve au quotidien avec un stress de niveau 8 qui correspond à courir le 1000 mètres en 3 minutes 30 et que je suis organisé pour ne pouvoir le courir qu'en 5 minutes, ça veut dire que chaque situation de vie que je vais rencontrer, je vais être hors de moi ou au-dessus de mes capacités. Et à partir de là, je vais gérer mon quotidien et je vais tout faire pour ne pas mourir, entre guillemets, parce que je suis complètement asphyxié. Et là, je vais commencer à utiliser des techniques pour gérer le fait que je suis déjà débordé depuis très longtemps. Quand je fais cela, je suis à côté du sujet, ma vie va devenir un enfer. Vous devez apprendre et être en capacité, peu à peu, d'évaluer le stress que vous vivez au quotidien. La première chose, c'est de l'évaluer. Si vous ne prenez pas le temps de l'évaluer, vous serez constamment sous la vague parce que vous ne vous poserez jamais la question de savoir si vous êtes en capacité de supporter le stress que vous encaissez. Un sportif qui se prépare pour faire un marathon en 3 heures, il a des plans d'entraînement qui lui permettent de savoir que s'il les respecte, il va pouvoir faire le marathon en 3 heures. Par contre, s'il se prépare pour un marathon en 4 heures, il ne pourra jamais le faire en 3 heures. Eh bien, c'est pareil pour nous. On a une vie personnelle, on a une vie professionnelle, on a un tas de soucis sur la tête qui nous stressent, qui font monter le système nerveux, qui nous fatiguent physiquement. On ne comprend pas que ces soucis, ces tensions psychologiques, ces tensions relationnelles
le fait de constamment devoir peut-être travailler, dormir peu le soir parce qu'on a des choses aussi à faire à la maison, d'être constamment dans le bruit, d'être constamment occupé par les enfants, par le travail, par le mari, par la femme, on ne comprend pas que toutes ces questions-là nous stressent et comme ça nous stresse, on va voir que ça nous tend musculairement. Donc le stress est un véritable effort physique pour la personne et que plus le stress est important, plus cet effort physique est intense. Et quand face à cet effort physique, je ne suis pas du tout préparé physiquement, je dis bien physiquement, c'est-à-dire que je ne fais pas de sport, je suis sédentaire, je ne supporte pas d'effort physique, je mange trop, je dors mal, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas du tout le niveau de résistance physique qui me permet d'encaisser la pression et l'effort physique que m'impose le stress. Le stress est un effort physique avant d'être un effort psychologique. Je lance le sujet avec cela. Je répète, le stress est un effort physique avant d'être un effort psychologique. Donc, si vous n'êtes pas en capacité déjà de supporter l'effort physique qui correspond au stress que vous subissez au quotidien, vous êtes dans la... Voilà, je vous laisse faire la suite. Donc, je vous propose de découvrir ensemble comment est-ce que l'on fait pour mieux se préparer physiquement. Je ne suis pas en train de dire que la préparation psychologique n'est pas de mise ou n'a pas de lieu d'être. Ce n'est pas ça que je dis du tout. Je dis que tout le monde se prépare psychologiquement parce que globalement, la plupart des gens sont déjà dépassés physiquement. On ferait mieux déjà de se préparer physiquement et on verrait qu'on supporterait du coup beaucoup mieux psychologiquement. Mais les gens inversent les choses, ils se préparent à être forts dans leur tête alors que ce sont des tocards dans leur corps. C'est ça le problème. On va donc voir ensemble comment faire. Et pour commencer, je vous propose de discuter, de voir ensemble qu'est-ce que le stress. Je vais vous partager un document. Hop. Attendez, je viens de me rendre compte que c'est juste un petit problème qui n'a rien à voir avec vous. Hop. Je vous ai rajouté une slide en fait pour pouvoir vous parler du Covid et de l'immunité, mais on verra ça en fin de truc. Voilà. Donc, conseil de base de Lionel Pagès pour se préparer au stress. Avant de commencer, tous les conseils d'hygiène de vie basiques que nous vous donnons ne remplacent pas le rôle essentiel de votre médecin en cas de symptômes ou de pathologie médicale avérée. Soyez prudent et gardez votre bon sens. Donc, vous comprenez bien qu'en aucun cas, je suis là pour prendre la place de votre médecin. Je suis ostéopathe, moi je suis un pro du fonctionnel, je suis pas un pro de... Je suis un pro de la santé fonctionnelle, de quand les gens sont en bonne santé ou ne se sentent pas bien mais n'ont pas de pathologie médicale majeure ou avérée. Quand on a une pathologie médicale, on va voir son médecin, tout simplement. Qu'est-ce que le stress? Alors voilà, le stress, c'est... Oui. On n'a pas de partage d'écran là. Donc, je ne sais pas si tu as lancé. Oui, voilà. Alors attends, il n'y a pas de partage d'écran. Est-ce que là, tu l'as, mon partage d'écran? C'est bizarre, ça, je l'avais... Attends, il y a un petit problème. Que se passe-t-il? Pourquoi vous n'avez pas de partage d'écran? Est-ce que tu l'as, le partage d'écran, là ou pas? Non. Tu l'as pas? Ça a marché tout à l'heure. Oui, il a fonctionné tout à l'heure. Oui. Mais... Alors attends. Il y a un petit truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'ai rien changé pourtant. Alors ça c'est quand même pas de chance. Alors attends, je vais revenir. Excusez-moi, je reviens. Hop. Non. Comment se fait-il que j'ai pas de partage d'écran? On va recommencer. Voilà, là c'est bon. Ouais, c'est OK. Bon, d'accord. OK, très bien. Alors, au niveau du stress, il y a 3 phases. La phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Vous voyez là, je vais me prendre le dossier sur la tête. Je me le prends. Je vois qu'il arrive, donc mon organisme se prépare à une situation qu'il n'avait pas prévue. C'est ça le stress. Là, je vais devoir m'adapter. Si je ne m'adapte pas, si j'ai ce qu'on appelle une sidération, mon Dieu, je vais me prendre le truc sur la tête, et ben je vais me le prendre. Donc j'ai intérêt à réagir. Le corps organise donc toute une réaction biologique complexe qui va lui permettre ponctuellement de quitter la table plus rapidement, de résister
à la pression et pour finir par s'épuiser. Mais en tout cas, quand je vois arriver le problème, mon corps crée des conditions spécifiques pour justement que je fasse face à la situation et que je trouve une solution. Donc, l'autre mot du stress, qui est un processus physiologique, c'est le syndrome général d'adaptation. Syndrome général d'adaptation parce qu'on est bien dans une situation d'adaptation majeure. Et pourquoi syndrome général? Parce que quand cette adaptation dure dans le temps, c'est-à-dire qu'on passe d'un stress aigu à un stress chronique, on bascule d'une réaction physiologique à un vrai problème, on va dire, de santé possible. Ça veut dire qu'on bascule dans un syndrome, ça veut dire que le corps est agressé par la situation de stress chronique. Concrètement, ça donne quoi? Voici le graphe le plus important de la conférence. 3 phases. La première phase, vous voyez, il y a un pic d'adrénaline qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je vois les dossiers qui me tombent sur la tête, l'adrénaline est sécrétée très fortement par des glandes qui sont au-dessus des reins, qu'on appelle les surrénales. Et en sécrétant donc les surrénales, en sécrétant cette adrénaline, les surrénales libèrent donc dans le sang cette hormone qui va demander aux muscles de recevoir, en fin de compte, qui va permettre aux muscles de recevoir beaucoup de sucre. Donc en fait, les réserves de sucre qui sont présentes dans le foie, dans le muscle, vont être libérées très fortement pour que le muscle ait un maximum d'énergie pour pouvoir faire face. Et c'est là qu'on se met à courir comme une fusée, comme Bibi le coyote, ou qu'on monte à un arbre, comme on n'a jamais fait, parce que justement, on est boosté par l'adrénaline. Et en même temps, vous voyez, il y a une sécrétion très forte de magnésium, très importante, et on consomme très fortement son zinc. On verra que le magnésium et le zinc sont essentiels pour faire face au stress. Je m'étends pas trop sur la phase d'alarme, parce que globalement, quand vous êtes là, ça dure 2 secondes. Ça, c'est quand on va marcher dans le cercle de Mafat et qu'on tombe sur un ours. C'est pas courant, vous voyez. Donc, vous tombez sur le seul ours de la Réunion, et effectivement, ce jour-là, vous allez grimper la côte du cercle de Mafat à cloche-pied en hurlant en 3 secondes. C'est dû à l'adrénaline, en fait. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un ours à Mafat. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, vous oubliez ce truc-là, parce que ce qui nous caractérise, nous, l'homme moderne, ce n'est pas d'être soumis à un stress aigu, c'est d'être soumis à ce qu'on appelle un stress chronique, celui-là. Et c'est là qu'on va parler de syndrome général d'adaptation. Parce que quand je suis soumis à un stress chronique, je bascule de la réaction qui est, on va dire, mobilisée très fortement par l'adrénaline, celle-là on l'oublie, et j'utilise une autre hormone qui est toujours faite par les surrénales, mais par une autre partie des surrénales, par les corticosurrénales. Alors là, c'était les médulosurrénales, c'est la couche profonde, là, c'est la couche externe. Et les corticosurrénales font une hormone qui est un glucocorticoïde, qui s'appelle le cortisol, qui est l'équivalent de notre cortisone naturelle. Ça veut dire que quand je suis stressé, le corps se met à sécréter un anti-inflammatoire. Ça va commencer déjà à vous donner une petite idée de ce qui se passe. Le corps se met à sécréter un anti-inflammatoire quand il est soumis à une pression importante. Le propre de l'anti-inflammatoire, c'est de couper la douleur. Donc vous comprenez bien que plus le stress augmente, moins je sens mon corps. Ça veut bien dire qu'au niveau de l'évolution a sélectionné les espèces qui, par la merveille donc, de la surprise génétique, étaient en capacité, à un moment donné, de sécréter un anti-inflammatoire si elles étaient blessées. Parce que si je me bats et que le combat dure et que je me prends une flèche et que je sens la douleur au moment où je prends la flèche, eh bien, je ne peux pas continuer à me battre et à me défendre. Et à ce moment-là, l'assaillant va m'avoir ou le lion va m'avoir. Alors que si je ne sens pas la douleur, eh bien, j'ai un avantage sur la personne qui sent la douleur et qui s'arrête tout de suite. L'avantage d'avoir du cortisol en grande profondeur quand on est stressé, c'est que justement, si je me bats, je ne sens pas la douleur. Et donc, je peux continuer à me battre et donc à sauver ma peau. Là, on est vraiment sur le fruit d'une sélection naturelle. Là, vous avez devant vous un avantage sélectif au niveau naturel. Donc, le stress, c'est l'ensemble de ces réactions qui permettent
quand le stress dure, de sentir moins la douleur. Mais on va voir qu'il y a des conséquences sur le système immunitaire. En tout cas, voilà. Quand je suis stressé dans la durée, je sens de moins en moins mon corps. Ça veut dire aussi que quand je suis là, eh bien, si vous demandez à la personne de vous décrire dans quel état elle est, ça va être compliqué pour elle de vous dire dans quel état elle est. Parce qu'en fait, comme elle ne sent pas son corps, eh bien, elle ne sent pas du tout si elle est stressée ou pas. Par contre, si vous demandez au mari ou à la femme, comment est-ce qu'il est votre mari ou votre femme, il va vous dire, mais il me casse les pieds, c'est un casse-bonbon. Ou une casse-bonbon. Parce que la personne qui est à côté, elle le supporte. Mais la personne qui est soumise à un stress chronique, elle ne sent plus qui elle est étrangère à elle-même. Et vous allez voir que c'est extrêmement important parce qu'il y a un autre problème qui vient s'ajouter à cela. Au début du stress, quand le cortisol commence à monter, vous voyez, j'ai eu un pic de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur. Donc, en début de stress, je suis de bonne humeur. Et en début de stress chronique, ma dopamine, elle est stable. Donc, je suis motivé. La dopamine, c'est la motivation et le plaisir. La sérotonine, c'est la bonne humeur. C'est-à-dire qu'en début, je suis de bonne humeur, je sens moins les coups et je suis motivé. Vous venez de découvrir ce qu'est le bon stress. Quand j'ai appelé ma marque ActiStress, activer le bon stress, c'est que nous, on apprend aux gens à rester là pour faire ce qu'ils ont à faire. Et quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, on leur apprend à ressortir et aller là pour récupérer. Et puis après, ils reviennent. Ils travaillent là et puis ils repartent. Le problème, c'est que la plupart des personnes ne savent pas rester là parce qu'elles ne sont pas préparées pour ça. Là, pour rester là, il faut être en capacité, si on supporte 5 points de stress, d'en absorber 10. Si je supporte 5 points de stress et que je suis préparé pour 10, je reste là. Par contre, si je supporte 10 points de stress et que je suis préparé pour 5, je bascule là. Et là, vous voyez, quand le cortisol monte et que je sens de moins en moins mon corps, qu'est-ce qui se passe? Ma sérotonine et ma dopamine, elles plongent. Et je me retrouve, je ne sens pas mon corps, je suis de mauvaise humeur et je suis démotivé. Alors pourquoi je vous dis ça? Quand vous avez un boulot à faire, ou qu'à la maison, il faut absolument s'occuper des enfants et des tâches ménagères, ou de jardin, ou de tout ce qu'il y a à faire à la maison, et qu'au travail, vous devez absolument faire ce que vous avez à faire. Et que vous êtes insensible à votre corps, de mauvaise humeur et démotivé. En gros, vous êtes beaucoup plus près du poireau que de l'être humain, pour pouvoir simplifier. Parce que là, votre cerveau, il a été mis de côté. C'est-à-dire que là, vous réfléchissez vraiment comme un poireau, et moi aussi, si je suis là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on est là, on est étranger à soi-même. On n'est pas prêt psychologiquement pour faire quoi que ce soit. On n'est pas prêt corporellement non plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand les gens sont là, ils mettent en place un personnage comme une sorte de... C'est quoi ce film Avatar? Comme un avatar, justement, qui leur permet de, malgré le fait qu'ils soient totalement cuits et fatigués et étrangers à eux-mêmes psychologiquement et étrangers à eux-mêmes physiquement, ils endossent comme un costume de super-héros pour venir compenser le fait que physiquement, ils sont complètement à côté de leurs chaussures. Et là, vous transformez en super-héros. Là, vous créez une surnature qui vous fait penser que même pas mal, que vous allez très bien. Et quand vous demandez aux gens qui sont là, mais comment vous vous sentez en ce moment, ils vous répondent tous, moi, je ne me suis jamais senti aussi bien, j'ai une patate extraordinaire. Et en fait, quand ça craque, on les récupère après, ça veut dire qu'ils font croire qu'ils sont bien, mais quand ça craque, tout plonge et on les retrouve à la fin avec, là ils avaient mal nulle part, là ils ont mal partout, et en plus ils ont mal dans les chaussettes. Donc, si votre mari ou votre femme ou vos enfants ou vos collègues vous disent mais qu'est-ce que tu es nerveux en ce moment et que vous vous sentez le roi du pétrole, cherchez pas, vous êtes plutôt du genre poireau survitaminé. Mais en fait, c'est qu'il y a un problème qui se pose. Donc, le stress, il faut rester là. Il ne faut pas être là. Quand on est là, la plupart des gens gèrent le stress. Ils se prennent un tsunami sur la figure toute la journée parce qu'en fait, fondamentalement, le stress qu'ils subissent est largement au-delà de ce que le corps peut supporter. Il faut tout faire pour revenir là.
Nous devons nous préparer physiquement au stress parce que le stress est un effort physique et biologique pour le corps, avec des conséquences organiques, nerveuses, émotionnelles et cognitives. Organiques, les organes sont touchés, d'où le mot syndrome. Nerveuse, on verra qu'il y a des conséquences pour le système nerveux. Émotionnelles et cognitives. Émotionnelles parce que la relation avec les gens et la relation à l'environnement va chuter. Cognitive parce que la mémoire est touchée. Et je pourrais rajouter psychologique parce qu'effectivement, la psyché est touchée aussi. Qu'est-ce qu'on va faire pour se préparer au stress? Première chose, quand on gère, c'est déjà trop tard. Ça, il faut absolument le comprendre. C'est que quand on gère, c'est qu'on n'a pas pris le temps d'essayer de mesurer à quel point on est stressé. Alors, ça, je vous invite à le noter quelque part dans votre tête. À quoi est-ce que l'on sait si on est stressé? Quels sont les marqueurs de stress? Le premier marqueur, c'est le sommeil. Si votre sommeil il a sauté, on en parlera tout à l'heure ensemble, mais si votre sommeil il a sauté depuis un petit moment, régulièrement, pas comme si de temps en temps vous êtes un petit peu tendu, non, non, non. S'il a sauté régulièrement depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, que vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, si vous avez du mal à vous endormir ou que le matin, vous vous levez très tôt, régulièrement, cherchez pas, vous êtes cuit depuis un petit moment. Deuxièmement, si vous avez vu qu'au niveau du comportement, de plus en plus, vous avez des pulsions sucrées et que le soir, quand vous rentrez du travail, vous avez besoin de vous asseoir et de prendre un verre de vin, d'alcool régulièrement, de fumer plusieurs cigarettes, de manger des gâteaux, de prendre beaucoup de chocolat ou des choses comme cela, et que ça devient une sorte de rituel, vous êtes aussi effectivement très stressé. En fait, plus on est stressé, plus on met en place des compensations pour pouvoir faire face au stress. Autre chose, donc on a parlé du rapport au sucre, on a parlé du rapport à l'alimentation, on a parlé du rapport à l'alcool, donc des compensations. On a parlé... non, je voulais vous parler de cela. En fait, il y a aussi le mode projet. Je m'explique. Si vous ne supportez pas les vacances, et qu'en vacances, votre conjoint ou votre conjointe vous dit « mais calme-toi, assis-toi, arrête de bouger », et que vous ne pouvez pas vous empêcher de refaire le plafond, le sol, les murs, prendre votre vélo et puis aller pédaler comme un dératé au point de vous épuiser, que vous êtes mis au trail à fond alors que vous êtes déjà hyper super busy toute la journée, mais que dès que vous avez 2 minutes, vous prenez vos baskets pour aller courir, pour vous épuiser en courant, en faisant du vélo. On verra que le sport est intéressant, mais des fois quand on en fait trop, ça devient un stress chronique aussi. Ou alors, vous avez un boulot de fou et vous rentrez à la maison et vous dites, ben voilà, je vais m'inscrire à telle association et ils m'ont demandé de prendre la présidence ou de rentrer comme bénévole, alors que déjà au quotidien, vous n'avez même pas le temps de pisser. Voilà. Eh bien, quand les gens font ça, c'est aussi un moyen de ne pas voir qu'ils sont totalement cuits. Ça veut dire qu'on crée des conditions constantes pour ne jamais avoir à s'arrêter, parce que le jour où on s'arrête, on ne se relève plus. Je vous ai donné des marqueurs de stress. Le sommeil, les compensations alimentaires, l'alcool, le tabac, la pratique du sport intensif, okay, ou alors la pratique du sport devant sa télé intensive aussi. Ça veut dire qu'on se transforme peu à peu en canapé et on s'abêtit devant des séries toute la nuit pour pouvoir ne pas penser. Ou alors le fait de basculer en mode projet. Quand on est comme cela, ça veut dire que le stress, on se l'est pris en pleine tête, qu'on n'a pas la capacité pour l'encaisser et que toute la journée, on va devoir le gérer. Et gérer le stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, on va se lever épuisé et on va se dire, allez Coco, allez Cocotte, accroche-toi, il faut te lever, parce que tes collègues t'attendent ou tes enfants t'attendent. Et dans la journée, on va dire, allez, accroche-toi, tu vas y arriver. En gros, toute la journée, on est son propre coach. Si on doit s'auto-coacher, c'est que vraiment, on n'est pas bien. Donc, si le matin, vous levez avec un palin ou un treuil, que dans la journée, vous devez vous motiver pour avancer et que le soir, vous devez vous mettre un coup de pied aux fesses pour rentrer à la maison, c'est que le stress, il est déjà bien installé et que la gestion du stress, elle est largement installée parce que vous êtes vraiment hors de vous et pas du tout préparé à encaisser la charge de vie que vous avez au quotidien, charge de vie professionnelle comme personnelle. Deuxième chose, pas de bombe psychologique sans bombe biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
voyez la bonne humeur, la dopamine, qui sont des hormones, hein, et qui provoquent ces comportements psychologiques particuliers et cette motivation particulière. Ces hormones dépendent directement d'un apport nutritionnel ou micronutritionnel adapté. Ça veut dire que pour pouvoir fabriquer de la sérotonine, donc pour pouvoir fabriquer de la bonne humeur ou fabriquer de la motivation, il faut du fer, du zinc, du magnésium, du cuivre, de la vitamine C et les complexes du groupe B qui donnent de l'énergie. Il faut du sélénium aussi. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que ce truc-là, ça se trouve dans l'alimentation, les compléments alimentaires, ce truc-là. Si vous n'avez pas ça en quantité suffisante, vous ne pouvez pas avoir le bon niveau de bonne humeur et le bon niveau de motivation. Donc, selon ce que vous allez manger, eh bien, vous n'allez pas forcément pouvoir avoir la bonne fabrication de sérotonine ou de dopamine. Ça veut dire qu'on peut être de mauvaise humeur et pas motivé simplement par le fait qu'on mange mal ou simplement par le fait que ce que l'on mange crée de l'inflammation. Cette inflammation va venir dégrader ces éléments nutritionnels qui sont là. Elle va les consommer, en fait, puisqu'elle va obliger le corps à se défendre et on n'aura plus pour avoir un fonctionnement normal du corps. Donc, vous voyez, l'hygiène de vie, ne serait-ce que l'alimentation et le fait d'être peu inflammé et de ne pas être trop stressé, en tout cas, va permettre d'avoir un bon niveau de sérotonine, de dopamine. Supposons que vous ayez ce truc-là, mais que vous soyez soumis à un stress important, ou que vous ayez ce truc-là, mais que vous soyez trop en surpoids, ou alors que vous mangiez surtout de ce qu'on appelle de la junk food, eh bien, votre état biologique va venir perturber très fortement ces apports micronutritionnels et va les consommer parce que le corps va devoir se défendre de l'état biologique que vous installez à travers la mauvaise hygiène de vie. Et en conséquence, vous ne pourrez pas être de bonne humeur et motivé, simplement par le fait que votre état biologique, votre terrain biologique sera déséquilibré. Donc la question, c'est comment est-ce que l'on fait pour avoir un terrain biologique équilibré? Première chose, il faut manger du cru ou des légumes le moins cuit possible ou cuit à la vapeur. En tout cas, pas au wok et pas en béchamel et pas en friture. Plus c'est coloré, plus il y a des antioxydants. Les antioxydants, ce sont des substances qui vont venir capter les effets négatifs du stress. Quand on est stressé, on crée des substances qui agressent les tissus et les antioxydants vont venir justement capter ces substances qui sont créées par le stress. Les huiles essentielles. L'huile d'olive est un excellent antioxydant, beaucoup plus que l'huile d'arachide. On verra que l'huile de colza et l'huile de noix, c'est pour autre chose, mais l'huile d'olive est vraiment utile en fait pour pouvoir limiter les effets du stress. Par contre, il faut prendre de l'huile d'olive de très bonne qualité. Voilà. Essayez de trouver de l'huile bio de première pression à froid. Les oléagineux, extrêmement important, les oléagineux. Amandes, noisettes, noix, mais surtout, pour pouvoir faire de la dopamine et de la sérotonine, il faut avoir du sélénium. Le sélénium, il y en a dans les noix d'Amazonie ou les noix du Brésil. Notez tout cela. Je sais que ça coûte très cher à La Réunion, les noix, mais si vous pouvez manger, quand vous êtes fatigué, 5 à 6 noix du Brésil par jour, ça vous fera un bien fou au cerveau. Et enfin, tous les fruits rouges, les légumes rouges aussi, mais les fruits rouges. Ils portent ce qu'on appelle les anthocyanes, qui sont des antioxydants de grande qualité. Alors, là, on a bien sûr là, je vous ai mis les premiers antioxydants. Mais là où vous êtes, vous avez une grande chance, c'est qu'il y en a d'autres pour vous à La Réunion. C'est les épices, c'est l'ail, c'est les oignons. Le chou est un extraordinaire antioxydant. Le chou kale, les brettes, le chou-fleur, le chou blanc, le chou rouge, le chou chinois. Mangez du chou. Alors, vous aurez peut-être des gaz, mais vous péterez heureux, c'est ce qu'il faut se dire. Mangez du chou, c'est extrêmement bon pour la santé et c'est un anticancéreux extraordinaire. Du curcuma, du gingembre, du curry, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Ça va me revenir. Du safran, mangez absolument des épices.
Le gingembre a un effet antioxydant majeur, le safran a un anti-inflammatoire majeur, l'oignon, l'échalote, l'ail, quercétine, ruthéine, c'est excellent pour la santé comme antioxydant. Donc là, vous avez le piment est un extraordinaire antioxydant aussi, avec la capséine du piment. La cannelle, la muscade, et c'est prouvé maintenant. Hein, on sait vraiment, par exemple, que pour la curcumine du curcuma, ou que le gingembre, on a les mêmes effets sur les douleurs chroniques articulaires avec une prise de gingembre et de curcuma à une certaine dose qu'un anti-inflammatoire classique. Le médecin ne vous le dira pas, hein, mais c'est parfaitement prouvé. Prendre du gingembre ou du curcuma à une certaine dose quotidienne a les mêmes effets en antidouleur que l'ibuprofène. Ce sera en plus meilleur pour la santé. Voilà. Donc, il faut quand même savoir que maintenant, c'est parfaitement prouvé. Alors, je vous dis ça parce que je viens de sortir d'un étude de nutrition à l'université de Grenoble il y a un mois de cela. Et donc, je suis retourné pour justement voir où est-ce que ça en était. Il y a autant d'effets à prendre du curcuma et du gingembre à certaines doses, en association ou pas, que prendre un anti-inflammatoire pour le dos. Donc, les épices antioxydants, le chou, le chocolat noir aussi est un excellent antioxydant. Pourquoi? C'est du magnésium. Le magnésium est le premier antioxydant à prendre. Alors, si vous prenez du magnésium, il faut prendre du bisglycinate de magnésium. BIS, bisglycinate, c'est Glycinate, bisglycinate de magnésium. Il ne faut pas prendre du magnésium marin. Il ne faut pas prendre d'oxyde de magnésium, c'est une bêtise. Il faut prendre du bisglycinate de magnésium. Et la posologie, c'est 6 mg par kilo de poids. Donc, si vous faites, et vous vous limitez à 400 mg par jour que vous prenez en 2 prises. Supplémentez-vous en magnésium parce que 8 personnes sur 10 sont carencées en magnésium. Donc, le magnésium, c'est le premier antioxydant qui soit. Prenez au moins ça quand vous ne pouvez pas prendre autre chose. Maintenant, si vous mangez 6 carreaux de chocolat noir par jour, à 80%, 6 carreaux, vous avez votre dose de magnésium par jour. C'est du chocolat noir 80%. OK? On verra dessus à travers vos questions. Autre chose. L'autre chose qui va bouffer nos sels minéraux, nos vitamines, parce qu'on va rentrer dans un état biologique extrêmement perturbant pour la santé, c'est l'inflammation. L'inflammation qui est créée par le fait qu'on est dans un stress chronique et depuis très très longtemps, c'est avoir un bon rapport oméga 3, oméga 6. Les oméga 3 sont des acides gras qui sont essentiels pour la santé. Donc, il faut tout faire. Pardon. Il faut tout faire. Oh, je suis désolé, je suis allé trop loin. Il faut tout faire pour amener au corps les oméga 3. Vous avez la quantité d'oméga 3 à prendre par jour. Alors, je ne sais pas si à la Réunion, il y a de l'huile de noix, mais par contre, je suis sûr qu'il y a de l'huile de colza. Donc, c'est 2 cuillères à soupe d'huile de noix ou d'huile de colza par jour, ou 8 à 10 noix par jour. Et 3 fois par semaine, des poissons gras de petite taille, sardines, maquereaux, harengs. Vous remarquerez que je n'ai pas mis le saumon et je n'ai pas mis le thon. Alors, s'il y a un truc à retenir de tout ce que je vous dis là, si vous prenez du piment, du gingembre, de la muscade, de la cannelle régulièrement, un de ceux-là tous les jours. Si vous prenez du magnésium régulièrement, à travers le chocolat noir ou à travers les gélules. Si vous prenez du sélénium en noix du Brésil ou des amandes et noisettes régulièrement, en les mâchant bien, des légumes de bonne qualité, pas trop de viande, et que vous prenez 3 fois par semaine du poisson, sardines, maquereaux, harengs, même en boîte, hein, même des sardines à l'huile, même des maquereaux à l'huile ou du hareng à l'huile, avec 2 cuillères de colza à soupe par jour, vous irez beaucoup, beaucoup mieux. Vous aurez un organisme qui va pouvoir encaisser plusieurs points de stress supplémentaires. Et en plus, vous prenez exactement ce qu'il faut pour pouvoir se défendre mieux contre le Covid. Donc, tout ce que je vous dis, ça a le même effet pour l'immunité. C'est un booster immunitaire. Les boosters immunitaires sont les antioxydants, très importants. Ce sont les oméga 3. Et surtout, c'est la vitamine D. Alors, à La Réunion, vous avez beaucoup de lumière. Donc, en fait, votre vitamine D peut être un peu meilleure que les autres. Mais si vous faites un test de vitamine D et que vous êtes à 30 ou 35 nanogrammes par litre de vitamine D, donc c'est la vitamine D3 que l'on teste,
il faut absolument vous supplémenter en vitamine D. Absolument. Il faut être autour de 60 à 80 nanogrammes par litre de vitamine D. Et il y a des grosses carences en vitamine D dans la population moderne. Donc, les gens sont carencés en magnésium, sont carencés en iode, sont carencés en vitamine D et sont carencés en oméga 3. Je répète, les gens sont carencés en magnésium, en iode, en vitamine D et en oméga 3. Il faut absolument, si vous voulez avoir un bon terrain immunitaire et bien faire face au stress, avoir le bon niveau de magnésium, le bon niveau de vitamine D, le bon niveau d'iode et le bon niveau d'oméga 3. Les oméga 3, vous les avez là. Pour l'iode, il faut prendre 150 microgrammes par jour. Vous pouvez trouver ça en pharmacie. Et pour la vitamine D, il ne faut pas hésiter à être à 2000, de 2000 à 4000 UI par jour. On en a besoin. Je vais vous noter tout ça sur le chat. Je le fais tout de suite. Donc, vitamine D, 2000 à 4000 UI par jour. Voilà. Hop. Je vous ai dit oméga 3, vous savez ce que c'est. L'iode, si vous n'avez pas de problème d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, vous pouvez acheter un produit qui est fait la marque Pilet. Je n'ai pas de lien chez eux, hein. Mais c'est ce que je prends pour moi. L'iode, 150 microgrammes par jour. Donc, c'est Ibiane de Pilet. C'est une gélule par jour. Et pour le magnésium, c'est 6 grammes par kilo de poids avec un max de 400 mg. Pardon, ce n'est pas 6 grammes, hein, c'est 6 mg. Je vous le note sur le truc. Avec un max de 400 mg par jour. Parce que ça peut donner la diarrhée sinon. Et vous les prenez en 2 prises. Et vous prenez du bisglycinate de magnésium. Pas d'oxyde de magnésium. Limite, arrêtez le magnésium marin. Bisglycinate de magnésium. Si vous n'avez pas de problème de thyroïde, si vous prenez de la vitamine D 2000 à 4000 UI par jour, il n'y a aucun seuil dangereux. Vous pourriez même en prendre beaucoup, beaucoup plus. Il n'y a pas de seuil de danger pour la vitamine D. Les recommandations de l'ARS, c'est 800 UI. Tout le monde maintenant s'accorde à dire que c'est largement insuffisant pour les 2000 à 4000 UI par jour. Si votre taux est bas, donc si votre taux est bas pour la vitamine D, ça veut dire si vous êtes à moins de 40. Moins de 40. Quand vous faites votre analyse de sang, ça coûte que dalle. Hein. Si vous prenez ce que je viens de vous marquer sur le chat, et si vous mangez 5 à 6 noix du Brésil par jour, si vous prenez ça, vous allez voir que votre santé, elle va bien s'améliorer. Vous serez beaucoup moins sensible au stress, ça marche extrêmement bien. Et à condition derrière, bien sûr, de manger du gingembre, de la muscade, de la cannelle et des légumes régulièrement, le moins cuit possible. Pas cru forcément, mais en tout cas, pas frit. On continue. Donc les oméga 3, vous avez compris ce qu'il faut faire. Ce truc-là, il est absolument essentiel pour la santé. Je vous invite tous vraiment à augmenter la quantité d'oméga 3 pour perdre du poids, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de poids quand il manque d'iode. Quand on manque de vitamine D et qu'on manque d'oméga 3, pour faire ce qu'on veut, on ne perd pas de poids. C'est très compliqué. Donc ça, il faut le savoir. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas de poids à cause de ça, mais en tout cas, ça joue beaucoup dans la difficulté à perdre du poids. Troisième chose, la régulation glycémique est vitale pour faire face au stress. Le stress consomme du sucre. C'est-à-dire quand on est stressé, on brûle du sucre pour faire face au stress. Donc, la base de la réaction de stress, c'est la mobilisation du sucre. Donc, si je gère bien mon sucre, je gère bien mon stress. Le problème, c'est que quand je ne suis pas préparé au stress, eh bien, je gère très mal mon sucre. Ça veut dire quoi, gérer mal son sucre? Ça veut dire que, je pensais que j'avais mis un autre slide, ça veut dire qu'en fait, que si j'ai un sucre dans le sang qui monte d'un coup et qui descend d'un coup, je passe de hyperglycémie à hypoglycémie toute la journée. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, on a absolument besoin, quand on est stressé, d'avoir un corps qui est capable de délivrer du sucre en permanence de façon la plus régulière possible. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout de variation hyperglycémique, hypoglycémique. Si vous mangez ce genre d'aliments, qui ont ce qu'on appelle un index glycémique élevé, ben vous allez vous faire un shoot de sucre et 1h30 après, vous serez en hypoglycémie.
Eh bien, quand on est en hypoglycémie, on gère beaucoup moins le stress que quand on a un sucre stable. C'est pour ça que les troupes d'élite ou que les sportifs font extrêmement attention à ne pas avoir d'hypoglycémie quand ils font un effort physique, pour pouvoir justement avoir toujours l'énergie qu'il faut. C'est pareil pour le stress. Ne créez pas d'hypoglycémie pour faire face au stress. Donc, pour limiter l'hypoglycémie, il faut absolument aller vers ce type d'aliments. Comme un sportif, le sportif, pour avoir de l'énergie, il prend des aliments qui créent très peu de problèmes hypoglycémiques. Voilà. Eh bien, vous devez avoir des sucres à disposition qui ne varient pas comme ça dans la journée. Et pour cela, il faut prendre des légumineuses, des lentilles, pois chiches, petits pois, oléagineux. Les petits pois, ce n'est pas des légumineuses. Pas vraiment, c'est très sucré. Donc, légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges, oléagineux, noix, amandes, cacahuètes, naturelles. Hein. Les fruits, à croquer, entiers, quinoa, riz complet, légumes, chocolat noir et tout ce qui est protéines, viande, œufs, poisson, fromage. Si vous mangez ça régulièrement, vous aurez un sucre qui sera beaucoup plus stable. Un type de petit-déj que vous pouvez faire, il y a le menu céréales avec du muesli, des fruits, des amandes, noisettes dedans. Il y a du menu avec pain, du vrai pain complet. Je ne sais pas si vous devez trouver, je pense, on m'en avait parlé quand j'ai fait des conférences, on m'avait dit vous pouvez trouver du très bon pain. C'est plutôt le pain noir allemand, le Vollkornbrot, qui est du bon pain. Il y a des gros trous dedans, c'est du pain qui a levé pendant 8 heures. C'est des pains qui a des glucides, mais très complexes, donc ils ne sont pas très sucrés pour le corps. Menu avec des fruits, mais surtout le vrai menu utile pour la santé, c'est celui-là. C'est de prendre le matin fromage, du jambon, un œuf, amandes, noisettes, un fruit, mais limiter absolument le pain le matin, prendre du gras, des protéines et du fructose, donc du sucre sous forme de fruits. Si vous mangez ça le matin, vous allez être beaucoup, beaucoup mieux durant la journée. Donc plutôt un petit déjeuner protéinolipidique. Un exemple de repas qui peuvent vous aider. Le matin, on va plutôt être sur un petit déjeuner protéinolipidique. Quand on mange des protéines et du gras le matin, figurez-vous que ça fait monter la dopamine, ça fait monter la motivation. Le midi, l'astuce, c'est de manger des crudités, des légumes, des protéines et de limiter les glucides le midi. C'est-à-dire qu'on reste sur... Ah, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Diane, on continue à me voir là ou pas? C'est bon? Oui, c'est bon, on te voit. Okay. On te voit, ouais. Là, c'est bon? Il n'y a plus de partage d'écran? Ah, il a sauté. Bon, partage d'écran a sauté. Alors, attends. Oui, parce que moi, j'ai un truc qui est apparu. Mais c'est ta présentation PowerPoint qui a sauté. Qui a sauté, d'accord. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la relancer. Est-ce qu'elle réapparaît là ou pas? Toujours pas? Pas encore. Ok, d'accord. Donc, alors, attends. Je vais revenir au truc là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc qui est apparu sur mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non. Est-ce que... Alors... Attends, c'est bon. En fait, oui. C'est ça. Voilà, donc ça va recommencer. Hop. Est-ce que c'est bon là ou pas? Est-ce que ça réapparaît? Voilà. Alors, le midi, être plutôt sur des protéines et des crudités. Et toujours limiter les glucides. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que si on prend les glucides le soir, donc c'est dans ce sens-là, hein, à 16 heures, on prend fruits frais, fruits secs, du chocolat noir, là. Et en fait, quand on prend des glucides après 17 heures, les glucides, ils amènent à la bonne humeur et ils amènent au sommeil. Alors, c'est vrai pour les gens qui ne sont pas en surpoids et qui font du sport, en fait. C'est-à-dire que si on prend des glucides le soir et qu'on est en surpoids, on va stocker les glucides. Donc, cette préconisation-là, elle vaut pour les gens qui n'ont pas de problème de surpoids. Quand on a du surpoids, on ne prend pas de glucides du tout, ni le midi ni le soir. On mange que des légumes et des protéines. On ne prend pas de glucides pour taper dans les graisses. Si par contre, vous n'avez pas de problème de surpoids, le fait de manger des crudités, des protéines le midi,
de prendre des amandes, noisettes, du chocolat noir et un fruit à 16 heures. Et le soir, d'être sur des légumes, des crudités, des légumes, des féculents, des féculents, des légumineux, donc d'être sur du végétal le soir avec beaucoup de fibres et des glucides avec beaucoup de fibres, vous dormirez beaucoup, beaucoup mieux. L'astuce, c'est de manger la viande ou le poisson et les œufs le matin et le midi, et le soir d'être sur un repas vegan. Si vous faites cela, grâce à l'apport des fibres le soir, vous serez en bien meilleure forme et vous dormirez beaucoup, beaucoup mieux. Parce que, en fait, quand on mange des fibres avec des féculents le soir, on fait de la sérotonine et de la mélatonine, et en plus, la glycémie est beaucoup plus stable, et quand on a une glycémie plus stable, on dort beaucoup, beaucoup mieux aussi. Pour ça que quand on prend de l'alcool le soir, et qu'on boit trop, alors on dort parce qu'on est bourré, hein, mais ce n'est pas un sommeil de bonne qualité. Les épices régulent la glycémie. Bon, là, je vous ai mis différents tests. Cannelle, clou de girofle, curcuma, laurier, ça a été prouvé. Curcuma, ail, gingembre, estragon diminue la glycémie et améliore les signes de syndrome métabolique. Cannelle, curcuma, laurier régule la glycémie et le profil lipidique aussi. Et il y a des grosses recherches qui sont faites sur la cardamone, qui est très bonne pour la santé aussi, pour la glycémie. Dernière chose, on a bientôt fini. Donc, j'aurais pas un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. Donc, on a vu, pour commencer, le tout premier, c'était gérer le stress, c'est mort. Il faut s'y préparer. Et donc, il faut déjà comprendre que le stress est un effort physique avant tout, avant d'être psychologique. Donc, il faut déjà habituer son corps à faire des efforts physiques régulièrement. Donc, on arrête d'être sédentaire. Donc, on prend les escaliers. Donc, on ne prend pas l'ascenseur. Donc, quand on a des courses à porter, on les porte dans les escaliers si on peut, pour faire un peu d'exercice. Et on va marcher. Et si on marche plutôt en côte que sur du plat. On réapprend au corps à faire des efforts. Ça tombe bien, parce que la marche de la Muta, c'est dimanche. Je vous invite tous à y aller. En tout cas, il faut se bouger le derrière. Et il faut se fatiguer. Il faut réapprendre à faire monter le cœur. Quand on est stressé, le cœur, il se met à battre. Donc, si je fais un sport où le cœur ne monte jamais, eh ben, je ne suis pas préparé au stress. Donc, si je fais que du yoga, ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut réapprendre au cœur à battre, parce que quand on est stressé, le cœur, il bat. Et donc, il faut absolument apprendre au cœur à battre pour mieux faire face au stress. Donc, le stress, il faut s'y préparer, il ne faut pas le gérer. Première chose. Deuxième chose, on a vu qu'il n'y a pas de bombes psychologiques sans bombes biologiques. Donc, on va amener des antioxydants, le chou, le chocolat noir, l'ail, les oignons, les épices, des oléagineux. On a vu avec un focus sur le sélénium et la noix du Brésil, les fruits rouges et les légumes de toutes couleurs, le plus cru et le moins cuit possible, avec une mention spéciale pour le chou, qui est un excellent antioxydant et anti-cancéreux, et donc est excellent pour la santé. On a vu ensuite, donc on peut amener au niveau du corps aussi des compléments alimentaires. Je vais vous donner des choses dont on est globalement carencé. Donc, je vous ai mis ça par le chat, le magnésium, l'iode, les oméga 3, puis il y a la vitamine D. Et par rapport aux oméga 3, ils sont essentiels pour limiter l'inflammation. 2 cuillères à soupe d'huile de noix ou d'huile de colza par jour. Et surtout des poissons gras 3 fois par semaine. Ça, c'est essentiel pour la santé. Ne négligez pas ce truc-là, vous serez beaucoup plus en forme. Enfin, on a vu que la glycémie est essentielle parce que le stress demande du sucre et que de la même façon qu'un sportif fait tout pour ne pas avoir d'hypoglycémie quand il fait un effort de longue durée, eh bien, si vous faites une hypoglycémie quand vous faites face au stress, vous allez vous faire bouffer encore plus rapidement. Donc, faites extrêmement attention. Quand vous êtes soumis à un stress, faites plus que jamais attention à avoir la glycémie la plus stable possible pour que le corps puisse délivrer de l'énergie de la façon la plus correcte possible. Donc, on prend des aliments à index glycémique faible, les légumineuses, le gras, le chocolat noir, les légumes, les fruits de bonne qualité et tout ce qui est protéines, viande, œufs, poisson, fromage. Et on évite tout ce qui est raffiné, les céréales, le pain blanc, les galettes de riz, tout ce qui est raffiné au maximum, on évite pour pouvoir vraiment foutre la paix à la glycémie. Enfin, quatrième chose, la question de la bonne fatigue physique, la préparation à l'effort physique qu'on va voir, et la question de la désaturation nerveuse. Alors, regardez. Vous avez ces exercices-là, qui sont des exercices, là, ce sont des burpees, des exercices complexes, où là, vous êtes debout, vous pliez votre dos, donc vous faites un mouvement qui est compliqué pour le corps, vous touchez le sol, vous vous allongez,
vous ramenez les jambes à nouveau, vous ressautez. Ça, c'est compliqué à faire. On peut le faire en l'enchaînant, mais on peut aussi le faire doucement. L'intérêt de cet exercice, quoi? C'est quoi? C'est que physiquement, c'est compliqué, parce que ça tape dans le cardio, donc on se fatigue physiquement. C'est compliqué posturalement. C'est compliqué posturalement. Ça veut dire que le système vestibulaire qui gère l'oreille interne et l'équilibre, là, il est debout, là, il est allongé, là, il est debout. Donc ça vous fait une sorte de reset au niveau vestibulaire. Et comme la vie moderne est très sédentaire et qu'on est constamment assis, on ne sollicite plus assez notre système interne, notre oreille interne. Donc quand vous faites des exercices comme cela, c'est extrêmement important. Mais quand vous faites des exercices de yoga comme cela, c'est aussi extrêmement important. Là, vous mettez la tête à l'envers et c'est extrêmement bon pour le système nerveux parce qu'en fait, ça vous change radicalement votre façon de concevoir l'espace et ça fait un reset au niveau vestibulaire et ça calme le système nerveux. Saut à la corde, ça demande du rythme, de la coordination, c'est compliqué à faire. Ça fait du cardio, ça fait du muscle et en plus, ça désactive le système nerveux par le fait que votre système vestibulaire, il est perturbé. Le rameur est intéressant parce que ça fait monter du cardio, mais c'est un mouvement qu'il faut coordonner. Et tous ces mouvements-là, vous voyez, qu'on appelle du HIIT, High Intensity Interval Training, c'est des exercices où on fait 5 à 7 minutes d'exercice en mode Tabata, ça veut dire 20 secondes d'entraînement et 10 secondes d'exercice, sont des exercices qui demandent de la force, de la coordination et de l'équilibre. Courir dans les marches, faire des postures inversées, faire des sauts comme cela. Dès que vous faites des choses complexes qui demandent du cardio et de la force, vous vous fatiguez physiquement, donc vous vous préparez, vous permettez au système nerveux de se désaturer. Vous faites faire un effort physique intense à vos muscles, vous mobilisez votre sucre, donc du coup, vous faites vivre à votre muscle d'un seul coup un stress qui est plus important que celui que vous avez. Ça veut dire que en faisant ce type d'exercice-là, vous permettez à votre corps de vivre un stress de niveau 12, alors qu'au quotidien, vous vivez un stress de niveau 6. Donc, quand vous préparez comme cela, non seulement vous fatiguez physiquement, oh, ça a recommencé. Le partage d'écran, il a disparu à nouveau ou pas? Oui. Ok. Donc, je recommence. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hop. C'est revenu. Donc, quand vous faites cet exercice physique-là, vous permettez à votre corps de vivre, vous donnez à votre corps, vous créez des conditions de surstress qui lui permettent de se préparer à un stress moins intense. Si vous faites une marche tranquille à 8 à l'heure, à 3 à l'heure, en ligne droite, voire en descente, ou que vous sortez le chien, et votre chien il est encore plus fatigué que vous, cherchez pas, vous ne serez jamais préparé au stress. Il faut faire du compliqué, de l'intense et du déséquilibrant. Et tout à l'heure on en parlera, mais ne croyez pas qu'il faut faire des choses extraordinaires. L'idée, c'est de faire des choses qui sont difficiles pour vous. Difficiles pour vous. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Faites des choses difficiles pour vous. OK? Donc, il y a des applications qui sont des applications type Tabata. Attendez, excusez-moi, il y a un bruit. Les Tabata, c'est 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup pendant 5 à 7 minutes. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important à faire. OK? Donc, fatigue physique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la plupart des personnes sont fatiguées nerveusement, sont fatiguées psychologiquement, mais ne sont pas fatiguées physiquement. Si vous voulez absolument vous calmer, la première chose qu'il y a à faire, c'est de vous recommencer à redécouvrir ce qu'est la fatigue physique. Et pour cela, il faut faire des choses compliquées. Si vous n'êtes pas fatigué physiquement, vous ne pourrez pas faire baisser votre stress. Et quand vous fatiguez physiquement à travers des exercices compliqués, le miracle, c'est que comme ça agit sur le système vestibulaire et que ça vous demande de la coordination, des exercices qui, en plus vous fatiguent physiquement, vont en plus vous permettre de faire un reset au niveau du système nerveux qui va pouvoir commencer à se calmer. Et donc, vous vous sentirez moins agressable. Donc, quand on est fatigué physiquement et qu'on arrive à faire baisser le système nerveux, on fait baisser sa perméabilité au stress. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors qu'on était saturé et qu'on ne supportait plus la moindre chose, on récupère de la marge, on récupère de la réflexion, on récupère de la cognition, on récupère de l'interrelation, on récupère en fait ce qu'on appelle de l'interaction, de l'adaptation, parce qu'on a réussi à calmer le système nerveux. Bien sûr, vous pouvez méditer,
Bien sûr, vous pouvez respirer, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites déjà cela, rajoutez des exercices de complexes, déséquilibrants et qui vous demandent de la force physique et de l'engagement physique, ça marchera encore mieux. Pour finir, le bonus, l'hygiène de vie booste l'immunité. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, est le meilleur moyen pour pouvoir faire face au Covid en boostant votre système immunitaire. Antioxydants, oméga 3, vitamine D, iode, un maximum de légumes et calmer les sucres. Si vous faites cela, vous aurez d'excellents résultats. J'en ai fini. J'attends maintenant vos questions. Je prends juste un verre d'eau, j'arrive tout de suite. On y va. Alors, est-ce que c'était clair déjà? Dites-moi, on y va pour les questions. Alors, je t'écoute, Diane. Oui, alors on a une première question. Un monsieur qui demande qu'en est-il de l'huile de noisette? Parce que tu as parlé de plusieurs huiles différentes. Oui, l'huile de noisette, c'est une bonne huile. Donc, ce sont des acides gras qui sont polyinsaturés. Donc, il y a de la vitamine E qui est un excellent antioxydant. Mais il n'y a pas d'oméga 3 comme dans l'huile de noix. Donc, l'huile de noix, Z, c'est pas pareil que l'huile de noix, tout court. À moins que ce monsieur soit un ami des écureuils. Donc, l'huile de noisette, c'est très bon. J'adore les écureuils. Même Tic et Tac, c'est mes copains. C'est moi qui pose la question. Ah, c'est Diane, alors parfait. Liliane. Donc, c'est Liliane, d'accord. Donc, alors, c'est une dame. Donc, amie des écureuils, c'est donc l'huile de noisette, c'est très très bien. Mais en fait, pour les oméga 3, on les a dans l'huile de noix. Merci. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'huile de noisette, d'accord? Mais faites partager. Mais sur le mode de consommation, est-ce que c'est de l'huile qu'on avale comme ça, crue, au petit déjeuner par exemple? On prend Alors, en fait, si par exemple vous faites le matin, vous mangez un muesli, vous pouvez mettre votre huile dans le muesli. Effectivement. Ou alors, je n'en ai pas parlé, mais il y a tout ce qu'on appelle les purées d'oléagineux, la purée de sésame, la purée de noisette, la purée d'amande, la purée de sésame, sésame j'ai dit. Et vous le mettez dans le bol et vous mélangez. Le fait d'avoir des fibres avec du gras et des fruits, les fibres et le gras font que le sucre va monter tout doucement dans le sang et on n'aura pas d'hypoglycémie derrière. Donc ça, c'est intéressant. OK? Merci. Alors, on a Gypsy qui demande pourquoi arrêter le magnésium marin. Alors, le magnésium marin, c'est un oxyde de magnésium et en fait, il est assez mal assimilé, tout simplement. Alors, quand j'y ai arrêté, si vous avez ça, prenez cela. Mais en fait, on s'est rendu compte que selon le type de magnésium, on n'avait pas la même absorption. Parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on le met dans la bouche, que ça arrive forcément où il faut, en fait. L'oxyde de magnésium, ça marche beaucoup moins bien que les magnésiums dits organiques. Donc, il y a le bisglycinate, il y a le succinate de magnésium, il y a le stéarate de magnésium, il y en a d'autres, en fait. Il faut prendre des magnésiums organiques. Et celui qui marche le mieux, qui est le mieux assimilé, c'est le bisglycinate. Voilà. D'accord, merci. On a Muriel qui nous demande si l'alimentation doit aussi être adaptée en fonction du groupe sanguin. Parce qu'il y a eu pas mal de publications à ce sujet-là. Tout à fait. Alors, il y a 20 ans, 25 ans, attendez, j'ai 52, donc j'avais quel âge? 17 ans, ouais, c'est ça, il y a 30 ans. En fait, ouais, c'est ça, il y a 30 ans à peu près, il y a un Américain qui s'appelle Peter J. D'Adamo qui a sorti en fait un livre sur l'alimentation et les groupes sanguins. Donc, il se basait sur une théorie relative aux groupes sanguins répartis selon les peuples sur Terre. Et il y avait donc 4 grands groupes. Il y avait le groupe A, il y avait le groupe O, A, AB et B, en fait. Et donc, le groupe O, c'est plutôt le groupe des chasseurs-cueilleurs. Le groupe B, c'est plutôt le groupe des nomades. Le groupe AB, c'est un groupe hybride. Et le groupe A, c'est plutôt le groupe des sédentaires. Et il s'est rendu compte que le groupe O
pour lui, réagissait mieux à la viande et aux protéines. Et le groupe A était plutôt un groupe qui était favorisé pour les végétariens et le groupe B pour les produits laitiers. Voilà, donc ça, je connais bien la théorie puisque je l'ai lu et je l'ai fait. J'en ai strictement aucune idée. Donc, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Ce que je sais, c'est quand on mange trop de viande, la viande, c'est oxydant. Donc, la viande rouge, il faut en manger une fois par semaine, pas plus. Qu'on a surtout besoin de fibres et de légumes et de fibres de bonne qualité, qu'on n'est pas du tout fait pour se bourrer de muffins, de crêpes et de chouquettes. Et quand on en mange trop, on ressemble aux chouquettes. Donc, ça, je peux vous dire que, voilà. Et que le meilleur régime, c'est le régime méditerranéen où il y a un maximum de fruits, de légumes, où on se bouge derrière, et qu'on va courir et qu'on fait du vélo et qu'on n'est pas sédentaire, qu'on mange en famille, que l'on mange des légumineuses et des oléagineux et du bon gras avec des bonnes huiles, de noisettes ou d'autres choses, qu'on prend des protéines et qu'on essaie de manger autant de protéines animales que végétales et que la viande et le gras de mauvaise qualité et les sucres, on les prend en dernier. Si vous faites cela, vous aurez un bon système immunitaire et vous serez en bonne forme. Et je pense qu'il vaut beaucoup mieux se concentrer là-dessus que sur la question des groupes sanguins. Ok, merci. Alors, une autre question de Ronan sur le petit déjeuner. Est-il obligatoire et qu'en est-il du jeûne intermittent où on saute le petit déjeuner? Alors, Ronan, en fait, vous êtes juste en avance de quelques jours parce que figurez-vous, cher Ronan, que la MUTA extraordinaire mutuelle de la Réunion n'a rien trouvé de mieux à faire que de proposer 2 conférences plutôt qu'une. Bravo à Didier et son équipe. Et la prochaine conférence, figurez-vous, c'est sur la question que vous avez posée. Donc, je ne vous répondrai pas pour vous obliger à être là le 1er septembre. Désolé, mon gars. 1er septembre. Magnifique. Il sera là de toute façon, je pense. Très bien. Alors... Ne me remercie pas, Didier. Ne me remercie pas. Coucou, Ronan. Au 1er septembre. Vous serez tous sur, non pas sur le zizi, mais vous serez tous sur le jeûne. D'accord? Alors, une question de Facebook de Laurence de Muta. Elle souhaiterait avoir votre avis sur l'huile de coco. Ah, l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, c'est une huile qui est monoinsaturée. Donc, c'est une huile comme une autre. Donc, ce n'est pas une huile animale, donc c'est une huile végétale. Mais le problème, c'est qu'elle résiste très mal à la cuisson. Donc, il ne faut pas la faire cuire. Voilà. D'accord. Alors, le problème, c'est que l'huile de coco, elle sert beaucoup à la cuisson. Mauvais plan. Donc, c'est une huile qui se dégrade facilement à la cuisson. Donc, en fait, ce n'est pas une super huile à ce niveau-là. Et elle peut même être toxique, en fait. Donc, il faut faire gaffe. Si vous faites cuire des choses, vous faites plutôt cuire de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide. Mais toutes les autres huiles, il ne faut pas les faire cuire. Okay. À moins que vous ayez la graisse de canard. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des canards à La Réunion. Si, il y en a. On fait même du foie gras. Bon, c'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah bon, alors j'ai dit une grosse connerie, je vous prie de m'excuser, amis réunionnais, je me tais. C'est du foie gras réunionnais, alors, ok. Alors, toujours sur Facebook, on a Dominique qui demande si on peut prendre du chlorure de magnésium. Ah, alors en fait, il faudrait que Dominique précise sa question. En fait, est-ce que le chlorure de magnésium est un bon apport en magnésium, en fait? Oui, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, si vous voulez avoir une bonne diarrhée, ça marche très très bien. Donc, en gros, si vous voulez chier comme un canard pour le coup, comme un canard réunionnais, ça marche très très bien. Là, vous allez chier un truc de malade. Donc, continuez. C'est utile pour les lavements, en fait, le chlorure de magnésium. Mais en fait, ce qui se passe, Dominique, quand vous prenez du chlorure de magnésium, vous amenez au corps une dose massive de magnésium. Donc, vous créez une hyperconcentration en magnésium dans le côlon qui fait que l'eau du corps, elle est chassée vers le côlon et là, vous avez une diarrhée d'enfer. Donc, c'est très utile quand on rentre dans le jeûne. Donc, cher Dominique, il faut venir à la séance sur le jeûne le 1er septembre, n'est-ce pas? À 18h, on va en parler. Mais pour un apport au niveau du corps en termes de magnésium, je pense que c'est une méthode un peu agressive. Il vaut mieux prendre du bisglycinate de magnésium. Ok, merci. On a Véronique qui nous dit qu'elle a des douleurs aiguës au tendon. Elle aimerait essayer le gingembre et la curcumine, mais elle a peur d'avoir des douleurs d'estomac parce qu'elle souffre aussi de problèmes digestifs. Ah ben, c'est quoi son prénom? Véronique, qui est sur Facebook. Alors, Véronique, là, c'est mauvaise pioche parce que vous êtes coincé d'un côté comme de l'autre. Il y a quand même un truc à comprendre. Et il faut venir le 1er septembre parce qu'on va en parler. Là, il y a une question de détox. Et quand le corps contient trop d'acide volatile ou d'acide fixe, donc quand le corps est trop acide, il y a des gros cristaux qui se mettent dans les tendons et qui font qu'on a mal aux tendons. Donc, quand on a des tendinites à répétition ou des grosses tendinites,
en général, ce sont des pathologies de surcharge où il y a trop d'entrées et pas assez de sorties. Donc, ce sera le thème du premier. Donc, rendez-vous le premier, vous aurez une réponse plus avisée sur votre pathologie. Parce que, bien sûr, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires. Bien sûr, vous pouvez trouver un caisson de cryothérapie pour calmer l'inflammation. Mais dans ce genre de situation, le mieux qu'il y a à faire, c'est de commencer à jeûner, c'est de moins manger et surtout manger beaucoup moins de viande et de produits laitiers. On en reparlera la prochaine fois. Ok, merci. Donc, on a Anaël sur Facebook qui nous demande si la méditation pourrait avoir des effets bénéfiques sur le stress. Ah ben bien sûr, méditer, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que... Non, alors, je vois Muriel qui dit, est-ce qu'il faut bannir le fromage? Non, Muriel, il ne faut rien bannir. Il ne faut rien bannir, Muriel. Il faut juste être raisonnable. C'est-à-dire qu'on mange pas un camembert entier, en fait. On en prend un petit bout. Il y a des gens... c'est tout, c'est 3 camemberts ou rien. Non, non, mangez juste une portion, c'est tout. On va en reparler. La méditation, bien sûr, qui est utile, comme la régulation de la respiration, la cohérence cardiaque, comme le tai chi, comme le yoga. Tout ce qui va calmer le cerveau est hyper, super utile. Mais si vous ne faites que calmer le cerveau et que vous mangez n'importe quoi et que vous êtes hyper, super sédentaire, franchement, ça ne sert à rien. Là, on est dans la gestion pure, ça veut dire je médite, mais je ne fais rien à côté. Ça ne sert à rien, en fait. Méditez, mais bougez-vous le derrière à côté et mangez mieux. Là, ce sera utile, là, vous serez préparé. Mais si vous méditez alors que vous êtes incapable de faire 10 mètres en courant et que vous ne pouvez pas prendre les escaliers parce qu'en fait, c'est trop dur et que vous mangez que des chouquettes, ça ne sert à rien. Ça veut dire c'est vraiment, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, méditer, oui, mais avec une bonne hygiène de vie à côté, c'est encore mieux. Mais j'ai rien contre, bien au contraire, méditer, ça va vous faire que du bien, bien sûr. Ok, merci. On a Monique qui nous demande sur Zoom si le magnésium sous forme de médicament prescrit par le médecin est bon. Eh bien, chère madame, regardez la forme du magnésium. Si c'est du magné B6, si quelqu'un peut regarder la forme du magnésium, en fait, toutes les formes de magnésium sont bonnes, ce n'est pas de problème, mais elles sont plus ou moins assimilées, c'est juste ça. Donc, si vous prenez du magnésium sous forme de bisglycinate, il sera beaucoup mieux assimilé que si vous prenez sous forme d'oxyde de magnésium, tout simplement. Je ne connais pas la forme du magné B6, par exemple, je ne sais pas. Je sais que dans le magné B6, il y a du magnésium et de la vitamine B6 qui permet une meilleure absorption, mais en fait, globalement, je ne la connais pas. Il faut regarder. Ok, donc on a Marie-Claude qui est sur Zoom, qui nous dit qu'on vient de lui diagnostiquer un prédiabète la semaine dernière et elle vous demande si avec tous les conseils que vous lui avez donnés, est-ce qu'elle peut du coup espérer rester dans cette zone de prédiabète et éviter de développer un diabète? Non seulement, Marie-Claude, vous pouvez éviter, mais vous pouvez même le faire reculer, figurez-vous. C'est encore mieux. Vous voulez demander une chose, je vous en propose une deuxième. Bien sûr, Marie-Claude, bien sûr. Si vous bougez le derrière, si vous recommencez l'activité physique régulière, si vous prenez des oméga-3, du gingembre, de la cannelle, si vous prenez des aliments à index glycémique faible et que vous limitez vos sucres, et que vous augmentez votre vitamine D, votre magnésium, toutes ces choses-là, ça aide énormément à reculer l'état prédiabétique. Surtout les oméga-3, l'alimentation énormément. Ouais. L'alimentation émotionnelle. Ça veut dire en fait, quelquefois, quand on est dans un stress, en forte crise, je vais vers des gâteaux, des trucs sucrés. Oui, je ne suis pas sucrée dans le matin, mais bon. Oui, mais alors, en fait, si ça bascule systématiquement vers la pulsion sucrée, c'est que le niveau de perméabilité au stress, il est élevé, et donc vous avez une sensibilité au stress qui est élevée. Le fait de faire l'activité physique régulière, d'être moins inflammé, de bouger mieux et de bouger plus, ça ne peut que vous aider à être moins sensible au stress. Et pour le coup, ça peut aider. Pour le coup, ça peut aider. Ok, mais vous avez raison, le problème de l'alimentation, c'est que maintenant, elle est devenue essentiellement un moyen de se calmer, de se faire du bien. On en parlera le 1er septembre beaucoup de ces questions. En tout cas, Marie-Claude, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est prouvé scientifiquement que pour améliorer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, qui est la caractéristique du prédiabète, la vitamine D,
les oméga 3 sont essentiels. Et la régulation glycémique, bien sûr. Mais le manque d'oméga 3 et le manque de vitamine D est un élément extrêmement important de la sensibilité du corps, justement, au diabète. Okay. Elle m'a donné en complément de la vitamine D. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Et il faut prendre des oméga 3 absolument, Merci. absolument, absolument. Autre question, Diane. Merci. Alors, on a Nicolas, qui est un trailer, qui vous demande votre avis sur les cures de micronutrition, Permanine, Bioful, Lactibiane, voilà, puisqu'il s'entraîne beaucoup en ultra-trail. C'est des questions beaucoup plus pointues. En fait, le problème de l'ultra-trail, c'est que c'est un stress chronique majeur pour le corps. Donc, ça génère une très forte inflammation et un très fort stress oxydatif. Donc, la micronutrition dans ce cas-là est essentielle, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on prend? Et en fait, le meilleur moyen de savoir ce que l'on prend, il faut faire un bilan très précis. Si vraiment on veut éviter les conneries et éviter les grosses carences, il faut faire un bilan biologique précis, donc il faut aller voir des gens qui savent faire cela. Quand on ne le fait pas, il faut manger absolument des légumes, comme on a dit, il faut manger un maximum, enfin, des oléagineux, il faut absolument faire gaffe à la vitamine D, absolument faire gaffe aux oméga 3, absolument faire gaffe au cuivre, au zinc. Enfin, il faut vraiment avoir une alimentation hyper pointue. Si vous voulez plus de renseignements, il existe en fait un logiciel que nous, on utilise en fait et que vous pouvez retrouver en allant sur un blog, et c'est le conseiller scientifique de notre structure qui l'a mis en place, je vous le note, c'est Santé et Nutrition, c'est Anthony Berthoud, et Anthony en fait fait des conférences et des formations pour les trailers, et il pourra beaucoup plus vous renseigner, donc allez sur son blog, il y a pas mal d'articles là-dessus, et il a un logiciel qui s'appelle EvoNutri, qui peut permettre vraiment de mettre en évidence vos carences, mais là ça devient pointu, et en tout cas vous avez raison de poser la question. La supplémentation micronutritionnelle dans votre cas, elle est absolument essentielle, et les écarts, trop de sucre, trop de viande, pas assez de légumes, trop de féculents, dans un contexte d'absence de fibres, est une catastrophe pour vous, parce que là, vous allez vous griller beaucoup plus rapidement que la moyenne. Autre question. Okay. Alors, on a une autre question. Où trouve-t-on de l'iode, de l'ammonie? Dans tous les produits de la mer. Simplement, dans tous les produits de la mer. Ce qui est surprenant, c'est que peut-être que sur les gens qui habitent les côtes ou les îles, il y a moins de problèmes, mais globalement, il y a des carences en iode manifestes chez beaucoup de personnes. Donc, faites un test d'iode au laboratoire, ça ne coûte pas grand-chose. L'apport d'iode par jour, c'est 150 microgrammes, et on est très souvent carencé. Et la thyroïde, qui est essentielle pour le système immunitaire comme pour le métabolisme énergétique, a besoin absolument d'iode. Donc, déconnez pas avec l'iode, c'est essentiel pour la santé. Mangez des produits de la mer, si vous aimez ça, mangez-en. C'est important. Dans les oursins, il y a beaucoup d'iode surtout. Merci. On a Virginie qui demande la consommation de café. Ouais. Voilà, est-ce qu'il faut la modérer? Jusqu'à 3 cafés par jour, c'est antioxydant. Après 3 cafés par jour, c'est plus antioxydant, ça agresse le corps un peu plus. Ouais. Donc 3, oui, au-dessus, limité. Ok, merci. Donc on a Manon qui nous disait déjà tout à l'heure, voilà, les exercices notamment que vous avez évoqués sont difficiles à réaliser pour une femme qui démarre une grossesse. Et donc, oui. Elle pose la question, comment se préparer au stress au cours d'une grossesse? Alors, peut-être pas au stress de la grossesse, mais de façon générale, comment gérer le stress quand on est enceinte? En fait, Manon, c'est pas le meilleur moment pour s'y préparer, en fait. C'est-à-dire que limiter les dégâts en mangeant le mieux possible, en faisant du pilate, en travaillant sur ballon, donc vous allez faire des choses qui sont moins dures pour la santé. Mais alors, pour le coup, votre niveau de magnésium à vous, il doit être excellent. Votre iode à vous, excellent. Votre sélénium à vous doit être excellent. Les oméga 3 pour la grossesse sont excellents. C'est ce qui permet le développement du cerveau du bébé. Donc, si vous voulez vous préparer au stress pour la grossesse ou préparer au stress tout court, mangez mieux que jamais. Et bougez régulièrement. Et faites des choses un petit peu compliquées au niveau postural et au niveau
coordination ou alors au niveau de l'équilibre. Le Pilate est super adapté pour vous. Mais soyez au taquet au niveau de l'iode, au taquet au niveau du magnésium, au taquet au niveau des oméga 3, parce qu'il y a des grosses demandes, en fait. Et en vitamine B12 aussi, c'est super important. Je réfléchis, attendez, pour le développement du fœtus. Iode, magnésium, oméga 3, c'est super important. Et B9. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, voilà. Merci. Acide folique. Acide folique, la vitamine B9, essentielle. Donc, le chou, les brocolis sont essentiels pour la santé. D'où le fait, d'ailleurs, j'ai parlé des choux, tout à l'heure, j'ai oublié le brocoli. Pourtant, je suis quand même le roi de. Je pense que je suis le plus gros vendeur de brocoli en France, tellement j'en parle lors des conférences. La vitamine B9 est essentielle pour le développement du tube neural chez l'enfant. Donc, mangez des brocolis, Manon, brocoli le midi, brocoli le soir. Et votre fils ou votre fille finira primeur, c'est sûr. Mais au moins, il sera en bonne santé. Merci. On a Laurent qui nous demande que pensez-vous d'une alimentation crue? Est-ce qu'on peut avoir une alimentation exclusivement crue ou est-ce qu'il faut qu'elle le soit partiellement? Mais crue végétale, crue animale ou les deux? Ah, ça n'est pas précisé. Laurent, si vous pouvez soit prendre la Laurent, parole, si vous pouvez soit préciser. Ouais. Donc, Laurent doit être sur Facebook peut-être. Alors, végétal, voilà, il vient de nous répondre. Ah, d'accord. En fait, j'ai rien du tout contre le véganisme. Moi-même, j'ai une orientation plutôt végane. Je dis plutôt parce que j'ai dû réintroduire par moment de manger un petit peu de viande. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vitamine B12 est au centre d'un mécanisme extrêmement important qui permet de limiter la production d'une substance extrêmement toxique qu'on appelle l'homocystéine, qui a une toxicité à la fois cardiaque et à la fois neurologique. La vitamine B12 est centrale. Chez les véganes, il y a des grosses carences en fait en vitamine B12. La vitamine B12, elle est vraiment à la fois essentielle au niveau du transport de l'oxygène, au niveau de l'anémie et au niveau de la déconcentration ou de l'élimination de l'homocystéine, en tout cas de sa conversion en autre chose. Donc, le problème de l'alimentation végane en soi, c'est le problème de la B12. Donc, il faut absolument prendre de la B12 d'une autre façon, ça c'est super important. Au niveau du reste, si c'est une alimentation essentiellement végétale, il y a la question des protéines. La question des protéines, c'est que les protéines sont essentielles aux muscles, mais sont surtout essentielles au système immunitaire. Donc, manger que du cru, dans le cru, il n'y a pas beaucoup de protéines. Et il en faut un petit peu. Alors, il faut vraiment, je pense, être extrêmement suivi pour avoir ce type d'alimentation-là. Alors, je connais pour ma part une personne qui a une alimentation essentiellement crudivore, non, elle mange un petit peu, en tout cas entièrement végane, sans produits laitiers, qui fait super attention, qui supplémente à côté, oui. Mais globalement, on s'est rendu compte que ce type d'alimentation génère beaucoup de carences, malheureusement. Attention, quand on mange trop de viande, on a d'autres carences. Mais le fait de manger aucun produit animaux demande d'avoir une vigilance très particulière sur l'état de carence, entre autres en B12 et au niveau protéique. Donc, il faut faire attention. Donc, je vous dirais, si c'est votre truc et si c'est vraiment la chose que vous voulez faire pour vous, vous devez être beaucoup mieux suivi que la moyenne, en fait, je pense. Parce qu'il y a plus de risques d'avoir des carences. Laurent précise qu'il n'est pas vegan, mais voilà, j'imagine que pour sa consommation de fruits et légumes, voilà, souhaitez savoir. Alors, ok. Par contre, moi, pour ma part, je mange très peu cuit. Je mange essentiellement cru. Je mange un petit peu de légumineuses, mais globalement, les légumes, je mange très peu de légumes cuits. Je mange cru à 80%, avec un petit peu des légumineuses, un petit peu cuites, bien sûr. Et puis très peu de viande. Et en fait, là, pour le coup, je suis surveillé très régulièrement au niveau biologique et je n'ai pas de carence. Mais par contre, mes légumes, je les prends essentiellement crus. Et ça, je pense que quand on a la flore qui va bien, c'est intéressant. Parce qu'on a le maximum de nutriments directement pris dans l'aliment.
Ok, merci. Alors, on a deux questions sur les boissons. Donc, on a le maire qui nous dit bien manger, bien bouger, ok, mais qu'en est-il de l'hydratation? On parle beaucoup des Essentiel. boissons détox. Et on Essentiel. a Alors, également, du coup, Virginie qui nous dit qu'elle a beaucoup de mal à boire de l'eau. Et est-ce que ça peut être un facteur de stress? oui, oui. Un des problèmes majeurs de la perméabilité au stress, c'est le manque d'eau, bien sûr. Et pour savoir si on boit de l'eau, il faut pisser blanc, enfin, le plus clair possible. Donc, c'est un marqueur tout simple. Vous regardez comment vous pissez. Si vous pissez jaune, c'est que vous buvez pas assez d'eau. C'est aussi bête que ça. Si vous pissez comme un chameau, c'est peut-être que vous buvez trop d'eau. Il faut trouver le juste milieu. Mais en fait, je crois qu'à partir de 50 ans, on pisse tous comme des chameaux. Ça s'appelle la prostate. C'est autre chose. Mais en fait, l'eau est essentielle pour une bonne conduction au niveau des neurones. Donc oui, quand on ne boit pas assez d'eau, on est beaucoup plus perméable au stress. Et on s'est rendu compte qu'une perte de quelques pourcents en termes d'hydratation au niveau corporel est un marqueur, pas un marqueur, mais une cause majeure de fatigue. Donc pour la fatigue et la perméabilité au stress, l'eau est importante. Les boissons détox, je ne sais pas quelles sont leurs actions, il faut voir ce que c'est. Parce qu'il y a, dans le monde de la détox, vous savez, les gens s'y sont engouffrés, et donc il y a tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a des plantes, il y a des tisanes extrêmement intéressantes au niveau de la détox, comme le romarin, qui sont très intéressants pour stimuler le foie et la fonction hépatique, et puis pour aider le corps à éliminer des déchets qu'il a du mal à éliminer. Prendre des smoothies à base de jus de légumes, est-ce que c'est détox? En tout cas, ce qui est détox, c'est de moins manger qu'on ne peut éliminer. Ça, oui, ça c'est détox. Pour le reste, l'eau va aider. En fait, tout est détox quand on mange beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, beaucoup d'eau et moins de viande et moins de produits laitiers. Ça, c'est détox. Ça veut dire qu'il ne faut pas en manger. Ça veut dire qu'en tout cas, il faut manger plus de fibres que de produits laitiers, que de viande et boire beaucoup d'eau. Et surtout, manger moins qu'on ne peut éliminer. Mais ça, on en parlera le 1er septembre. Ok, merci. On a Muriel qui nous demande à quoi doivent ressembler les selles lorsqu'on a une bonne hygiène de vie. Super question. Elles sont moulées. Si on chie comme un canard, comme les canards, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Les selles doivent être moulées. Et effectivement, quand on a des problèmes des fois de candidose, on a des selles très molles. Quand on a des selles blanches qu'on appelle les stéatorées extrêmement odorantes, ça montre qu'on a un problème de gras. Donc les selles doivent être de couleur marron et moulées. Ça veut dire qu'il y a une bonne flore intestinale. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et on ne doit surtout pas être constipé. C'est quand on est constipé, les matières qui s'accumulent dans le ventre n'aident pas du tout la flore intestinale à être de bonne qualité. Donc ça peut générer de la perméabilité intestinale, de l'inflammation chronique et des tas de problèmes. Et le meilleur moyen d'être moins constipé, c'est des fois de moins manger. Ils ont opéré une dame, là, une américaine qui était obèse. Elle était très obèse, elle faisait 250 kilos. Et ils l'ont opérée pour lui retirer 80 kilos de merde dans le ventre. 80 kilos. Une opération de merde pour le coup. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids, ou même qui ne sont pas en surpoids, mais dans le ventre, ils ont 4, 5, 10 kilos de matière qui sont contenus. Pourtant, quand ils vont aux toilettes, ça sort. Mais ça sort, mais au milieu, il y a toujours qui reste. Et ça, il faut le faire sortir. On en parlera la prochaine fois. Vous voyez, c'est un thème extrêmement intéressant. Oui, bah d'ailleurs, on a beaucoup de questions qui arrivent sur le sujet, sur est-ce qu'il faut qu'elles flottent ou qu'elles coulent, les selles, et que faire pour être moins constipé. Alors, on en parlera le 1er septembre de ça, lors de la détox. D'accord ? Ok, super. Une dernière question sur Facebook. Non, c'est toujours sur Zoom. Isabelle qui nous demande, peut-on éviter le repas du soir? Ah, alors on va en parler, Isabelle, le premier, mais je vais quand même vous donner des petites... donc répondre aussi à la question du matin. En fait, le jeûne intermittent est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de laisser au moins 12 heures entre deux repas. Et le mieux, c'est de pouvoir laisser 13 heures, 14 heures, voire 16 heures. Moi, pour ma part, je mange 2 fois par jour. Et donc, entre le repas du soir et le repas du matin, je m'entraîne à jeun, toujours. C'est extrêmement intéressant de s'entraîner à jeun le matin. Et je mange un petit peu le midi, et puis je mange un petit peu le soir. Mais en tout cas, entre le repas du soir et le repas du midi, je laisse au moins 16 heures à 18 heures. Parce que ça va permettre au corps
de se nettoyer, de s'auto-nettoyer, de commencer ce qu'on appelle un processus d'autophagie, dont on parlera le 1er septembre. Et ça permet de réguler la glycémie. Ça veut dire que le corps apprend à faire avec moins sur place à consommer. Donc, c'est très intéressant. Donc, pour cela, soit vous sautez le petit-déj du matin, quand il n'y a pas de problème, et vous faites 2 repas par jour. Ça, c'est intéressant, on en parlera la prochaine fois. Ou alors, vous faites votre petit-déj et votre repas du midi ou plus tard, et vous sautez le repas du soir. On peut le faire de temps en temps, on peut le faire régulièrement. C'est vraiment à vous de savoir ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que si vous dormez bien derrière, s'il n'y a pas de fatigue, c'est que ça vous convient. Mais je pense globalement qu'on nous a bassiné avec 3 repas par jour, oui. Et quand on voit l'état global de la fatigue des gens, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut tout à fait tenir. Il vaut mieux manger peut-être 2 repas de bonne qualité que 3 repas de mauvaise qualité. Donc oui, on peut sauter le repas du soir si on en a le besoin. Ça ne pose aucun problème, à condition de faire 2 bons repas le reste de la journée et des repas de qualité. Ok, donc a priori, on aura beaucoup de monde qui sera là le 1er septembre, hein, parce que mais j'espère bien, Diane, je fais tout pour. Ah ouais, vive la c'est muta, bon, le teasing est réussi. On a fait le tour des questions, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, puisque beaucoup de questions renvoient aux jeunes, donc voilà, on va inviter les gens à nous retrouver mardi prochain. Voilà, pour les questions, c'est OK. Bon, là, il y a un super timing. J'espère que ça vous a intéressé, que ce n'était pas trop technique. On se voit le 1er septembre et puis vous saurez tout des selles qui flottent, qui sortent même des toilettes. Ça, c'est quand on est en hyper super forme. C'est des selles bondissantes. Là, c'est le niveau top. En fait, il y a les selles qui coulent, celles qui flottent et puis il y a celles qui sautent au-dessus. Vous verrez comment faire. Voilà, mais ça, c'est le 1er septembre grâce à la Muta. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Didier, merci Diane et merci à tous. Le 1er septembre, c'est même heure Oui, tout à fait. Donc 18h sur le même lien, donc Zoom. Donc ceux qui étaient là ce soir, voilà, vous pouvez réutiliser le même lien.